Que j'adore. Jeudi 20 avril 2000, le maire Bourque dépense $250 000 pour une publicité télé qui vantera son projet « Une île, une ville ». Son slogan « Si les villes de l'île ne fusionnent pas, je vous épouse, madame ». Je prévois un succès retentissant. Et piratage de site Internet, la fin du monde à la recherche de Mafia Boy. Wonder Woman m'a dit où il était. Je suis arrivé là, c'était Marine Boy. Franchement, je m'y fie encore à cette Wonder Woman. Qu'elle tourne donc dans l'île du paradis sur son jet invisible. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, comme on l'apprenait hier, l'armée révolutionnaire bretonne a de nouveau frappé un McDonald's en France. Ah oui, je pense que... Bon, alors je pense que c'est un incontournable, ça, et que notre public nous en voudrait si nous ne consacrions pas toute l'émission à ce sujet. Eh bien, c'est ce que nous allons faire de suite avec notre spécial Révolution bretonne 2000. Ben oui, alors écoutez, bon, alors c'est ça, la Bretagne est à feu et à sang. Bon, on s'en doutait, on le voyait venir pourtant, la tension était palpable, les dentelières étaient sur le gros nerf depuis quelques jours déjà. Alors, qu'est-ce qu'on sait évidemment de la Bretagne et des Bretons? Bon, ils ont des chapeaux ronds, tsouin. Et toujours selon nos informations, ils font fondre les belles-mères pour en faire des chars d'assaut. Bon, ça reste à confirmer tout ça, mais déjà, on voit l'attitude guerrière de ce peuple de barbares. Bon, faut pas avoir peur des mots. Pour en savoir un petit peu plus sur eux, nous avons envoyé sur place notre envoyé spécial, Monsieur Bruno Blanchet. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Aïe, et seigneur de seigneur Bruno, hein? Ah oui, Marc. Moi-même, je manque de mots. Alors, Bruno, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, là? Écoute, la Bretagne, c'est ici. Oui, ça déchire un petit peu sur le blue screen, Bruno, l'image. Écoute, je pense que ça résume pas mal la situation. Ben, c'est ça. Ben, écoutez, on suit ça, Bruno? Parfait. Bon courage. Eh bien, c'est bien apprécié, Bruno. Merci. On revient immédiatement avec notre spécial Révolution bretonne 2000. Bon, alors là, d'où vient cette rage patriotique bretonne? Et par-dessus tout, évidemment, qui sont les Bretons? On les connaît très mal, les Bretons. Et pas pour rien, j'en suis convaincu en ce qui me concerne. Heureusement, notre service de documentation nous a trouvé des informations assez révélatrices sur ces gens. Et vous allez voir, je vous préviens, les images que vous allez voir sont très fortes. C'est pas très beau à voir. On regarde. Aïe. Ah! C'est pour Obélix que ça me fait de la peine, ça. Aïe! Eh bien, je pense qu'on en a assez dit. On poursuit avec la spéciale Révolution bretonne 2000. Bon, alors maintenant, qui est cette armée révolutionnaire bretonne ou l'ARB qu'on soupçonne de cet attentat à la bombe dans un McDonald's en France? Eh bien, jusqu'à ce matin, on ne savait pas grand-chose, mais nous avons reçu ce matin même, par le courrier, une cassette sur laquelle on retrouve le manifeste de l'ARB. Alors, je vous invite à en écouter un extrait. Vous allez voir, ça en dit immensément long sur ces dangereux insurgés. On écoute. Darwin, Breton, armée la carte de fatigue le manifeste, alinéa A. Dans le fond, tout le friendly bidikistin de l'Europe, à la Forkins, à l'Arkistin, et façon de l'Hamburgian, à Sandina. Alinéa B. Il faut que non, que le McDonald's consiste le Fronistin et toutes les vacances de la mondialisation sous le prétexte de Valronde. À Sandina. On dit non à ça. Et alinéa C, c'est la cantonne confondue le Jura, Sauvigny, Yarki, sur la France et toute la cantine de la Bretagne. À Sandina. Et jamais revenir
ce mouvement révolutionnaire breton a-t-il des ramifications ici au Québec? Nos McDo, par exemple, pourraient-ils eux aussi être la cible de ces enragés? Bien, regardez bien ça. Je vous invite à regarder Suzannette Deschambault, Parfait Labrie, Rosine Motton, et qui a des beaux cheveux, et Déchausser le flambeau. Bien, ça, c'est autant de victimes présumément mortes, en tout cas, il y en avait l'air, et assassinées par quoi? Je vous le demande, bien, par une crêpe bretonne. Fallait-il vraiment en arriver là? Eh bien, pour nous parler de ces meurtres crapuleux et dégoûtants, je reçois en studio un observateur de la scène criminelle montréalaise, le journaliste Benoît Tranchemontagne. Benoît Tranchemontagne, bonsoir. Bonsoir, et Marc. bienvenue à La Fin du Monde. Merci. Alors, qu'est-ce que Benoît Tranchemontagne a à dire là-dessus? Ben, je vous suis pas là. Mais vous, Benoît Tranchemontagne, voyez-vous un lien, par exemple, avec la petite pègre bretonne montréalaise? Ben, honnêtement, là, c'est la première fois que j'en entends parler. D'ailleurs, je suis pas certain que ça existe. En êtes-vous sûr, Benoît Tranchemontagne? Certain, oui. Mais que faites-vous de ça, Suzannette Deschambault, Parfait Labrie, Rosine Motton, qui a des beaux cheveux, et Déchausser le flambeau, Benoît Tranchemontagne? Ben, je veux pas décevoir, mais je suis pas sûr que ce sont de vrais noms. Je suis pas sûr que ces personnes-là existent. Oui, vous direz ça à leurs enfants. Ben là, je sais pas ce que je suis venu faire ici. Ben, je vous remercie quand même et bon succès à votre émission Scène de crime, Benoît Tranchemontagne. De rien. Merci, c'est ce qui met un terme à notre spécial Révolution bretonne 2000. C'est très... Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, un autre sujet, vous savez, qui fait très peur. Mafia Boy. Non, mais moi, quand je pense qu'un jeune homme de 15 ans a pu paralyser le site Internet de CNN, ça me glace le sang. Moi. Le pire, c'est qu'il pourrait frapper à nouveau, car nous, du public, vous, moi, ne savons même pas qui il est. Non, ce pourrait être toi! Ou même toi! Mais pas toi, car ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans nos corps. Mais demain matin, m'aimeras-tu encore? Merci beaucoup. Même si la police refuse de divulguer le nom de l'accusé vu son jeune âge, les médias ont réussi quand même à grappiller plusieurs petites informations quant à son identité. Et Jean-René Dufort est parti à sa recherche. On écoute. Voici l'île Bizarre. Plaque tournante du terrorisme électronique international et résidence de Mafia Boy. Pourquoi je sais ça? Parce que c'est écrit dans les journaux, mais j'ai pas le droit de vous dire son nom. La loi sur les jeunes contrevenants, qui est une loi fédérale, interdit d'identifier les jeunes de moins de 18 ans qui font l'objet d'une mesure en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Donc, dans ce cas-ci, comme il est accusé d'actes criminels, c'est le tribunal de la jeunesse qui a juridiction exclusive sur cet enfant-là. Par contre, je sais qu'il est un adolescent de 15 ans, qu'il est anglophone, qu'il est intelligent, populaire, sportif et sociable. Mais on peut pas vous dire son nom. On peut dire que le fait qu'il aime la crème glacée au chocolat, bien, personne ne va être capable de l'identifier, mais quand tu mets la crème glacée au chocolat avec le fait qu'il joue au hockey, puis oui, bantam, pour telle équipe, puis là, qu'il habite dans tel quartier, puis qu'il va à telle école, puis qu'il a tel ami, mais là, ça devient plus facilement identifiable. J'ai appris qu'il aime le basketball, qu'il vit dans une maison cossue de l'île Bizarre, qui n'est peut-être pas celle-ci, et qu'il va à la polyvalente Riverdale de Pierrefonds. Oui, on peut tout vous dire ça, mais on peut pas vous dire son nom. Dans un média, on peut dire 2-3 éléments, donc suffisamment pour ne pas l'identifier, mais quand tu mets ça en conjonction avec 2-3 autres éléments de ce qu'un autre média dit, puis avec 2 autres éléments d'un autre, bien là, on peut avoir un portrait un peu composite de l'individu qui va nous permettre de l'identifier. Je sais maintenant que le père de Mafia Boy est un président de compagnie dans le domaine du transport, qu'il est divorcé, qu'il change souvent de voiture et qu'il est présentement accusé de complot pour voie de fait grave.
Ça s'appelle tourner autour du pot, parce qu'on peut juste pas vous dire son nom. Si ce soir, j'arrive devant les caméras et je dis « Mafia Boy reste à telle adresse qu'est-ce qui peut m'arriver? » Vous pourriez peut-être être trouvé responsable dans une action en dommages et intérêts pour avoir dévoilé des informations que vous n'aviez pas le droit de dévoiler en vertu de la loi. En terminant, j'aimerais remercier chaleureusement la productrice de l'émission, Dominique Chaloux, pour avoir débloqué des budgets nous permettant de nous rendre à l'île Bizarre. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et nous sommes de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. Et ce, malgré la dépense du petit buffet après l'émission. C'est vrai, ça! C'est vrai, faut merci. souligner. Merci infiniment, Dominique. Alors, Jean-René, donc, de quoi serait passible, effectivement, vous en touchez un mot dans le reportage, les journalistes qui outrepasseraient cette ordonnance-là de non-divulgation? Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Ben d'abord, la personne qui pourrait nous poursuivre, c'est soit le procureur de la Couronne Oui. ou soit Mafia Boy lui-même pour... Évidemment, pour qu'on n'ait pas respecté son... C'est son- ça. D'accord. Et bon, on est passible de poursuite, c'est-à-dire que soit un montant d'argent, une amende, ou soit la prison si jamais on est reconnu au criminel. Mais comment ça se fait hier, par exemple, hier soir, tout de suite, quand ça a été après la conférence de presse, il y avait déjà des journalistes qui savaient savaient qui il était, savaient où il se logeait et qui étaient déjà sur place et qui ont même essayé de pénétrer la résidence, pas la résidence peut-être, mais le terrain, tout ça. Comment ça se fait que ces D'ailleurs, journalistes... c'est très comique parce que c'était la mauvaise résidence. Donc, il y en a un petit jeune là, qui s'est fait harceler, puis c'était Pour- pas lui. pour parce que petite chose. bon, c'est parti d'une rumeur d'un jeune, d'un journaliste anglais Oui. qui a dit « Moi, je vais à cette école-là. » Et puis, finalement, il me semble que c'est tel gars. C'était pas lui. Donc, on nage un peu dans le flou. On le sait pas encore vraiment. Mais là, on Il y a sait des journalistes qui le savent. Oui, mais maintenant, on sait. Moi aussi, je le sais, mais OK, je peux pas le d'accord. dire. Ben non, Regarde, évidemment. Je peux te montrer l'adresse. OK, parfait. C'est là. Ah, c'est lui! Mais là, jusqu'où on peut aller... Non, on n'a pas le temps, malheureusement. J'allais vous demander jusqu'où on peut aller dans les révélations des journalistes. On peut tout dire sauf le nom, finalement. C'est une zone grise. On C'est sait- flou. C'est flou. Merci infiniment, Jean-René. pour Merci. cette- On se revoit au buffet tantôt. Oui. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez des nôtres. La fin du monde est à 7 heures. Eh, beau bigoudi. Eh bien, peu de gens le savent, mais moi, j'ai commencé dans le métier en tant qu'auteur de jingles publicitaires. Hein? Oui, et certains de ceux-ci, je pense, font maintenant partie de l'imaginaire collectif québécois. En effet, qui ne se souvient pas de mon fameux jingle pour les salons funéraires Urgel-Bourgie? Wow! Ils l'ont bien arrangé, on dirait cadavre. Et que dire de celui pour la mayonnaise Hellmann's qui m'a mis sur la map des jingleurs professionnels? Quand elle est verte, elle est plus bonne. Et évidemment, bien sûr, la fameuse publicité pour les jeans Oh là là, que toute une génération d'enfants a eu sur les lèvres. On écoute? Ils sont si serrés qu'on te voit la noune. Oh là là! Alors, avec tout ce passé dans la pub, pas étonnant que je m'intéresse autant aujourd'hui à la nouvelle campagne publicitaire du maire Pierre Bourque pour la promotion de son projet Une île, une ville. Campagne qui a coûté, écoutez-moi bien, qui a coûté $250 000. Isabelle Maréchal s'est penchée sur le dossier pour nous. On regarde. Deux ans après l'annonce de ton projet Une île, une ville, c'est toujours pas fait, mon Pierre. Il te manque un bon vrai slogan vendeur. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette campagne? Alors, elle dit, nous sommes tous Montréalais. On est tous des Montréalais. Vendeur, j'ai dit. Essaye plutôt, on est tous des yéyés. Allez, hop, tout le monde danse. Je pense que la démarche va bon train. On a dépassé le cap des 51 d'appui à Montréal. C'est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a près de 30 des banlieusards de l'île qui sont complètement d'accord avec Une île, une ville. Entre le moment où il a parti sa campagne, il y a à peu près 1 an et demi, et aujourd'hui, les sondages sont toujours les mêmes. Sa campagne n'a pas levé. Les gens sont sceptiques par rapport à ça. Et s'il y en avait une véritable campagne, je pense qu'elle piquerait du nez parce que les gens se rendraient compte, en tout cas les gens de banlieue, se rendraient compte qu'ils n'ont rien à gagner d'une île, une ville. Yeah! Vas-y, mon Pierre, tu commences à prendre le beat, mais plus gogo, plus gogo! En tout et pour tout, on a dépensé 215 000 depuis mars dernier et c'est une nouvelle enveloppe de 250 000 qui nous est donnée et la campagne qu'on met en place coûte 210 000. C'est de l'argent perdu, cette campagne d'une île, une ville. Ça, c'est OK, senti. Il veut pas. OK, ça. Il sent vraiment qu'il y a une espèce d'entêtement de la part du maire Bourque.
Bien, je ne vais certainement pas faire des commentaires politiques. Je peux dire que le maire de Montréal est tenace dans sa démarche. Quand il prétend dans sa campagne qu'il va respecter l'autonomie des villes actuelles sur le territoire de la CUM, je veux dire, c'est une farce. Pierre Bourque est un centralisateur. Il ne pense qu'en termes de le pouvoir à l'hôtel de ville, puis encore le pouvoir qui est entre les mains de quelques personnes. Nous sommes tous Montréalais. Nous sommes tous Montréalais. C'est une farce. Et on pense que c'est un message positif. Arrête de regarder ailleurs, mon Pierre, quand tu nous parles, ça fait malhonnête. Bon, ben, c'est pas encore ça, hein. Sois plus yéyé. Oublie pas, on est tous des yéyés. Allez, hop, on y va! Ah! Oui, 2 ans après, de retour en studio avec Isabelle. Isabelle, effectivement, vous parliez d'entêtement. C'est un entêtement qui risque de coûter de plus en plus cher. Bien, parce là, on est rendu à 465 000 $ depuis le début, effectivement, il y a 2 ans, début du projet, du lancement de l'idée de Pierre Bourque. Et, il y a les autres villes autour aussi qui font de la oui, puis là, il y a la publicité contre le surenchère, projet. parce qu'il y a Westmount, il y a Outremont, il y a Ville-Saint-Laurent, qui sont des villes. Il y a même le maire Vaillancourt de Laval qui a eu très, très peur. Imagine si à Laval s'était mis à faire des pancartes, étant la 2e plus grande ville au Québec, ça aurait été... Ça aurait été épouvantable. Ouais. Mais là, est-ce que M. Bourque, d'abord, est-ce que cette campagne-là risque de vraiment faire changer les choses? Parce qu'il n'y a pas eu de consultation populaire. Les gens n'ont pas l'air... Il n'y en a jamais avec Il n'y en a Pierre jamais Bourque. avec M. Bourque. Est-ce qu'il pourrait en avoir? Est-ce que ça pourrait... C'est une campagne qui vise, en fait, à renforcer le sentiment d'appartenance à Montréal en incluant les autres des 27 municipalités de l'île de Montréal. Tu sais que maintenant, on n'est plus 29, on est 27 avec Montréal. Il y a 27 municipalités plus Montréal. Et c'était déjà il y a 2 ans, au moment où Pierre Bourque a émis cette idée-là, ça venait d'un rapport, le rapport Bédard, qui disait, oui, il vaudrait mieux fusionner 3-4 municipalités, en faire. Bon. Sauf que là, est-ce que ça va vraiment donner du résultat? Tu sais, il y a vraiment la moitié des gens qui sont pour et qui sont contre. Ben oui, évidemment, puis c'est à peu près tout. C'est très joli, vos cheveux, Isabelle. C'est César de chez Alvaro, comme ça? C'est M. Alvaro? Oui, ah, il m'a déjà fait une belle tête, moi aussi. Oui, je m'en souviens très bien. Merci infiniment, Isabelle. Je voudrais dire merci à Claude Fafard qui a vraiment fait un travail exceptionnel, notre caméraman monteur. Ah, vous l'aimez de plus en plus, je trouve, la façon dont vous en parlez. Bon. Merci beaucoup, Isabelle. Il est excellent. Merci infiniment, Isabelle Maréchal. On va faire une pause et nous revenons avec les sports. Restez avec nous. C'est le moment de parler sport maintenant avec Paul Aude. Paul, bonsoir. Bonsoir. Une petite colle en débutant, Marc. Certainement, ça me fait toujours plaisir. plaisir. Il y a un demi-dieu du sport qui habite Montréal, qui a un prénom russe et un nom hispanique. Oh mon Dieu. Qui est-il? Boris Kodjeko. Non, pas du tout. Vladimir Guerrero. Bon. Ce joueur-là est absolument, en ce moment en tout cas, le meilleur joueur du baseball. Ah, il est inspiré. Et il joue pour les Expos de Montréal et malheureusement, on ne peut pas le voir. Ben non. Si on ne se déplace pas, évidemment, au Stade olympique. Voilà. Pourquoi? Ben parce que c'est pas télédiffusé, ces maudits matchs-là, Paul. Mais voilà que j'ai sursauté en lisant le tabloïd des sports de la presse ce matin, en regardant cet article. Des matchs à Télé-Québec, on dit rien de sérieux pour Bien, ça rassure, rien de sérieux pour l'instant, parce qu'on aurait cru d'emblée cette affaire-là. A priori, on y croit. C'est assez étonnant. Expliquez-moi en pourcentage combien de chances on aurait de voir éventuellement un match des Expos à Télé-Québec. À peu près autant de gagner le loto 649. Une dizaine de matchs pourraient être télédiffusés le samedi soir, semble-t-il, à Télé-Québec. C'est un promoteur et une maison de production montréalaise bien connue. On dit un producteur qui est connu des amateurs de baseball. Et qu'on nomme pas. Et non, donc on peut spéculer. Qui est un producteur connu des amateurs de baseball? Paul Dupont-Hébert. Vincent Leduc, peut-être. Ou Vincent Leduc. Je ne sais pas. En tout cas, on cite des noms et on peut se perdre en conjecture. Toujours est-il que déjà cet après-midi, des animateurs de Télé-Québec ont auditionné et on m'a demandé de les recevoir, évidemment, pour leur donner ce qu'on appelle dans le métier un crash course. Là, et on va regarder ce que ça donne. D'accord, on regarde. Déjà, à l'affût d'un auditoire plus élargi. On va répéter quelque chose de très simple, un coup de circuit de Vladimir Guerrero. Richard, tu vas faire Jacques Doucet, commentateur. Guerrero au marbre, la balle est bien cognée, c'est loin dans la gauche, circuit. Et à circuit, René Richard, tu deviens fou comme Roger. D'accord. Vladimir! 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 Bonsoir! Et tu l'étires. Et elle est partie. Ça va? Oui, on y va. Dans 3, 2, 1... Richard. Ici Vladimir Guerrero qui se présente au marbre. Il empoigne son bâton, il s'élance, il frappe la balle, elle est loin. Elle est loin, elle est loin. C'est un circuit! Vladimir! Bonsoir!
C'était intéressant, mais moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être inverser les rôles pour voir ce que ça donnerait. Alors, René Richard, tu vas faire tout simplement le commentateur. Guerrero au marbre. La balle est bien cognée dans la gauche. Circuit. Et Richard, tu deviens Roger, Vladimir. Et je veux du punch. Allez, on y va. 3, 2, 1. Guerrero a cogné la balle au fond? Non! Elle est loin. Elle est loin, derrière! Elle est loin. Mais elle est loin! C'est un coup de circuit! Vladimir! Bonsoir! La partie! Bravo. Messieurs, on va vous rappeler dans quelques jours ou quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Oui. Voulez-vous... Oui, faites donc entrer Anne-Marie Dussault et Sophie Durocher, s'il vous plaît. C'est con. Il n'y a pas un grand chemin à faire pour que ça soit rien, plausible et même très intéressant. Suzanne Lévesque et Jean Fugère, demain. Demain, oh mon Dieu, tenez-nous au courant. Nous allons faire